Bonjour à toutes et à tous, téléspectateurs de Savane TV. Nous sommes dans la rétrospective de l'actualité de la semaine sur Savane TV, deux rubriques décryptage et débat. La semaine a été marquée par les mouvements, les activités, les interventions des États membres de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Nous en parlons abondamment. Dans cette rétrospective de l'actualité de la semaine, vous aurez remarqué aussi qu'elle a été marquée par la sortie des Savanes Média dans la région du Nord, précisément dans la zone de Wayugia, pour y rencontrer le cheikh Aboubakar Traoré qui fait parler de lui notamment dans la réinstallation des villages et dans la protection des 10 villages contre les groupes armés terroristes. Et puis la semaine a été aussi marquée par la visite de 3 jours au Burkina Faso de l'international du football brésilien Roberto Carlos. Il est venu avec un des projets selon les autorités burkinabées. Nous en parlons aussi puisque nous avons suivi de près ces différentes activités. C'est donc parti pour la rétrospective de l'actualité de la semaine avec Roberto Carlos qui a marqué la semaine au Burkina Faso. Il a échangé avec le ministre en charge des sports. Il a mené aussi plusieurs activités avec les sportifs et la Fédération burkinabé de football. Ahmed Joël Compaoré et Samuel Atigdiwe Moko ont suivi de bout en bout. Une ambiance festive entretenue par l'orchestre de l'UNCE pour recevoir l'international footballeur brésilien Roberto Carlos. À travers cette visite, la star du football entend partager ses expériences avec les cadres du football burkinabé. Il est très important pour nous d'être là pour que le Burkina puisse grandir aussi dans le domaine du football. Le football, c'est tout dans notre vie. Entre Brésil et Burkina Faso, Ces partenariats entre le Brésil et le Burkina Faso, c'est très important. Pour le directeur général des sports, cette visite contribuera à redorer l'image du football au Faso. Ça va apporter notre audience au Burkina, ça va apporter notre visibilité à notre pays, ça va apporter notre considération à notre pays. Même quand les autres nations qui ont tendance à nous négliger vont dire mais qu'est-ce que Roberto Carlos vient chercher au Burkina? Il a vu qu'au Burkina il y a des grains de champions. Il a vu que le Burkina est un pays qui a beaucoup de talent, mais il a vu que le Burkina peine quelque part, il manque un petit truc. Et c'est ce petit truc qu'il est venu pour nous donner. Et il a des projets concrets pour nous donner que je ne vais pas dévoiler là. Je laisse le loisir au premier chef du département, le ministre des Sports, de vous le dévoiler. Et c'est quoi ce petit truc? Ce petit truc, c'est juste un projet qui va aider le Burkina en matière de football. Roberto Carlos, ancien joueur du Real Madrid, a le soutien des supporters du club espagnol. Nos attentes sont nombreuses. Parce qu'on veut voir le vrai maintenant, le vrai foot qu'on veut voir au Burkina Faso. Parce que ça nous fait plaisir de voir des bonnes choses, quoi. Ces supporters ont profité pour parler de la situation du stade du 4 août. En tout cas, sincèrement dit, ça ne nous plaît pas. Si notre voix peut toucher nos dirigeants, la fédération, sincèrement dit, les supporters, on ne sait pas comment on va les dire. Sincèrement, ça ne nous plaît pas. Depuis 4 ans, on ne connaît même pas où est notre star. C'est pas bon. C'est à l'extérieur qu'on regarde. Nous aussi, on aimerait toujours rentrer dans notre star, supporter notre pays, pas content. Le jour qu'on va sortir, on ne va pas laisser la fédération. On ne sera pas d'accord avec eux. L'international du football mondial Roberto Carlos, par ailleurs ambassadeur de la FIFA, séjourne au Burkina Faso jusqu'au 16 février prochain. Il participe à des dîners gala, des matchs de gala et aussi au championnat de Ligue 1. Son retour est prévu le 16 février. Le cheikh Aboubakar Traoré, cheikh de Sissamba dans la zone de Wayugia, région du nord du Burkina Faso, fait parler de lui depuis quelques mois maintenant. Mais ces derniers jours, il a davantage fait parler de lui à travers la réinstallation de plusieurs villages. Ces villages ont-ils été attaqués après son départ par les groupes armés terroristes? Vrai ou faux? Nous avons cherché à savoir, nous l'avons approché avant de suivre dans les jours qui viennent le grand reportage de Issa Omar Atiyé. Suivons cet extrait du cheikh Aboubakar Traoré. Bon, si moi j'ai installé le village terroriste, je ne peux pas rentrer là-bas. Même si tu les appelles en bourse pour demander, ils vont dire que c'est vrai et puis pas rentrer. Mais ceux qui rentrent là-bas pour faire du mal, ils se connaissent eux-mêmes. Ils se connaissent, moi aussi je les connais. Voilà, mais il y a Zou qui vient que je vais les dénoncer. Ici, ils n'ont pas arrêté de faire. Je les connais, mais ils n'ont qu'à arrêter, ils n'ont qu'à cesser de le faire. Voilà, parce que moi, je n'ai pas pris
mon base de combat envers eux. Voilà, ce que moi j'ai fait, c'est tous ceux qui sont en train de passer mal envers mon pays, que moi mon combat c'est envers eux. Voilà, mais si j'ai fait mon travail, puis après vous venez pour salir, donc je connais tous ceux qui font ce travail-là, je les connais tous. Voilà, mais aujourd'hui, voilà, c'est une manière de sabotage. Voilà, sinon c'est pas Torodi qui le fait. Voilà, c'est pas Torodi qui fait ce travail. Mais tout ça dépend à Dieu. Hein. Voilà, tout ce qu'ils sont en train de faire, ça va revenir sur eux-mêmes. Parce que tous ceux qui sont en train de faire tout ça là, c'est ce que je suis en train de parler. Parce que c'est leur cuillère qui va casser. Voilà, je suis prêt à faire tout. Et même me demande de venir à Ouagadougou. Mais par la grâce de Dieu, je vais rentrer à Ouagadougou. Mais les juges rentrent à Ouagadougou, ils vont savoir qui est si bon semé et puis qui est si mauvais semé. Moi, je ne connais pas terroriste, mais les terroristes savent qui je suis. Et même la terroriste là, et c'est qui je suis. Les terroristes de Ouïoué là, et c'est qui je suis. Ceux qui sont à Ouaga aussi, c'est qui je suis. Mais tout ça là, ça va finir. On n'a qu'à aller, ça va finir. Voilà, quand je vais finir avec ceux qui sont en bourse là, je vais arriver à Ouaga. Cette semaine, le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, président de la transition, a échangé avec les jeunes du Burkina Faso, les mouvements associatifs qui soutiennent la transition et d'autres acteurs et forces vives de la nation. Les échanges ont eu lieu au Palais des Sports de Ouaga 2000, l'occasion pour le chef de l'État de rassurer la jeunesse et de la galvaniser pour soutenir davantage la transition, la protection du territoire, mais aussi les grands projets économiques ont été évoqués. À la fin de la rencontre, Sidiki Kabré a tendu son micro à quelques jeunes qui ont participé à la dite rencontre. En tout cas, on a été croiser le président aujourd'hui. Vraiment, c'est un face-à-face entre un leader et puis sa population. Nous sommes vraiment dépassés et les mots même nous manquent pour pouvoir certainement clarifier cette joie qui nous anime au fond de nos cœurs. C'est pour vous dire en ce sens que nous avons eu un président digne du Burkina Faso, un président digne de l'AIS, un président digne aussi de l'Afrique. En tout cas, tout ce que nous avons pu lui remettre, en tout cas les différents présidents de différentes régions ont pris la parole. Voilà, tout ce que nous pouvons dire en grosso modo et que nous les soutenons, nous resterons toujours dans cette logique du moment où il est déterminé et engagé à amener le Burkina Faso sous le contrôle terroriste ou sous le contrôle de l'impérialisme, à l'aube même de l'éveil, à l'aube de l'indépendance totale. Du moment où il est déterminé et engagé sur ce front, nous allons quand même le soutenir jusqu'au bout du tunnel. L'objectif principal de cette rencontre ce matin avec le chef de l'État est très simple. Nous avons depuis quelque temps l'arrivée de cette transition. La jeunesse est mobilisée derrière le chef de l'État et ses hommes. Et pour cela, nous avons essayé de nous réorganiser en mettant notre comité en place de la veille citoyenne nationale, entre parenthèses les WAIA. Donc nous avons tenu à mettre notre première activité au nom de toutes les coordinations du Burkina Faso pour afin échanger avec le chef de l'État, pour aussi tirer des idées, des conseils de grands frères, des conseils d'un jeune inspirant, vraiment qui motive à la jeunesse burkinabé de se donner à fond pour ce combat. L'objectif est à différents niveaux. Premièrement, rencontrer le chef d'État et ce qu'on est en train de faire, quel est vraiment le plus-value, l'avantage de la veille citoyenne. Deuxièmement, échange direct entre tout ce qui se passe depuis la prise de Dynamique Solide de libérer totalement le Burkina Faso. Quelles sont les manipulations qui sont en cours avec la récente sortie de la CEDEAO. Vraiment, on est sorti très heureux, très ému et reconforté davantage dans notre mission de veille citoyenne dans la ville. Dès le début de cette semaine, le chef du gouvernement, Maître Apollinaire Kelem de Tambela, a eu un échange avec les acteurs du secteur privé, notamment ceux de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso et ceux du Conseil national du patronat burkinabé.
au menu des échanges le retrait du Burkina, du Mali et du Niger de la CEDEAO et particulièrement le retrait du Burkina Faso. Quelles en seront les éventuelles conséquences? Il en a parlé avec les opérateurs économiques. Nous avons suivi de bout en bout à travers notamment Micheline Zongo et Sidiki Kabré. Le retrait du Burkina Faso de la CEDEAO implique un sacrifice à faire et représente surtout une opportunité pour asseoir le développement du Burkina Faso selon le Premier ministre. Cette rencontre du gouvernement avec les acteurs économiques est un cadre pour échanger autour des grands axes de développement et de la conduite à tenir après le retrait du Burkina Faso de la CEDEAO. En termes de perspective, nous travaillons à renforcer la nouvelle zone économique qui a été créée par les trois pays, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Et aussi en termes de perspective, c'est amorcer désormais des échanges avec tous les autres pays qui ne seraient pas donc, qui sont des pays membres de la CEDEAO et qui ne sont pas membres de l'UEMOA. En termes donc d'engager donc des accords bilatéraux qui puissent encadrer les échanges qui pourraient exister entre nos pays et puis ces pays membres de la CEDEAO hors UEMOA. Et donc nous aurons beaucoup plus de liberté en matière donc de prise de décision pour tout ce qui concerne la politique commerciale de notre pays avec le reste du monde. Et non plus le céder à une organisation qui pourrait ester en notre nom. Les acteurs du privé marquent leur soutien total au plan de développement du gouvernement. Malgré tout, la Chambre de commerce et le patronat ont des préoccupations. Je voudrais annoncer notre adhésion totale aux idéaux de la souveraineté économique et du développement endogène. Quelques propositions. Premièrement, mettre en place une stratégie nationale de promotion des investissements privés nationaux dans des secteurs stratégiques. En second lieu, il sied d'associer intimement le secteur privé national dans la reconfiguration de notre cadre de coopération avec les pays membres d'Alliance des États du Sahel. Nous sommes rassurés du fait qu'il n'y a pas d'ombre dans les relations avec l'UEMOA, qui est la communauté avec laquelle nous partageons plus de proximité et plus d'échanges, et cela nous donne de précieux arguments pour rassurer nos membres, les investisseurs et les partenaires du Burkina Faso. Je vous formule quelques vœux. Nous souhaitons que des dispositions soient prises pour assurer la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux avec les pays de la CEDEAO non membres de l'UEMOA. Nous souhaitons qu'un mécanisme soit prévu pour accompagner les opérateurs économiques burkinabés à travers leurs fêtières, chambres de commerce et patronat. Enfin, nous souhaitons que le gouvernement veuille bien associer les représentants des fêtières du secteur privé burkinabé dans la conduite des nécessaires négociations d'accords économiques qui seront engagés avec les pays de la CEDEAO non membres de l'UEMOA, notamment ceux voisins du Burkina et disposant d'infrastructures portuaires. Au cours de cette rencontre, le Premier ministre a exposé en détail les fondements de cette décision historique de retrait du Burkina Faso de la CEDEAO qui ne vise que la souveraineté du pays. Il a rassuré les acteurs du secteur privé de la prise en compte de leurs préoccupations. C'est aussi cette semaine que les ministres d'État et d'autres ministres des États membres de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, Mali, Burkina, Niger, ont eu une rencontre à Ouagadougou après celle de leurs experts pour retravailler la charte de l'AES et préparer le traité de la Confédération de l'AES. Ils en ont discuté pendant des heures. Ils ont rencontré aussi le chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Sibrina Kelsey nous fait le point de leur conclusion. Les ministres de l'AES ont adopté au cours de cette rencontre le rapport des hauts fonctionnaires avant d'examiner en plénière des documents de travail soumis à leur appréciation. Il s'agit entre autres du projet de révision de la charte, le projet de traité portant création de la Confédération des États du Sahel. Le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Karamoko Jean-Marie Traoré, revient sur les conclusions. En ce qui concerne la charte de l'AES, les ministres n'ont pas jugé nécessaire de procéder à sa révision. Cependant, tenant compte des références faites au traité révisé de la CEDEAO dans la charte et du retrait sans délai de cette organisation, les ministres ont convenu que le traité portant création de la Confédération prenne acte du dit retrait.
S'agissant du traité portant création de la Confédération, Alliance des États du Sahel, les ministres ont noté la nécessité de fonder le traité de la Confédération sur des références historiques propres au peuple du Sahel. Ils ont en outre fait l'option d'une architecture institutionnelle légère comprenant les sessions du Collège des chefs d'État, les sessions du Conseil des ministres et les sessions des représentants des parlements. Les ministres ont par ailleurs engagé les ministres chargés des Affaires étrangères à l'effet de poursuivre la réflexion sur le traité en vue de son amélioration avant la tenue de la session inaugurale du sommet des chefs d'État. Les ministres ont recommandé que la question de l'autorité du Liptako Gourmand soit inscrite à l'ordre du jour du sommet des chefs d'État. La charte graphique et la stratégie de communication de l'AES ont été approuvées par les ministres. Concernant l'élaboration de la charte graphique de l'AES, les ministres ont adopté le projet de termes de référence proposé par la réunion des hauts fonctionnaires. Cette charte oriente sur l'ensemble des règles fondamentales d'utilisation des signes qui constituent l'identité iconographique visuelle de l'AES. Pour ce qui est de la communication de l'AES, les ministres, en attendant la mise en place définitive des organes de l'Alliance, ont approuvé les propositions de mesures et d'actions urgentes pour renforcer sa visibilité et son appropriation par les populations de l'espace et par les partenaires. Pour la bonne marche de cette alliance avec la nouvelle configuration politique et stratégique de l'espace de l'AES, les ministres ont formulé des recommandations. Élaborer la feuille de route de la Confédération des États de l'AES. Accélérer la mise en œuvre des mesures et actions proposées dans le cadre de l'organisation de la communication et de l'élaboration de la charte graphique de l'Alliance. Élaborer dans les meilleurs délais des projets de protocole additionnels relatifs à la répartition des compétences entre la Confédération et les États confédérés. Élaborer dans l'urgence des projets de protocole additionnels relatifs notamment à la libre circulation des personnes et des biens, à la défense et à la sécurité pour faire face aux implications liées au retrait des États de l'AES de la CEDEAO. Mettre en place un cadre de concertation en vue de gérer les implications liées au retrait sans délai de la CEDEAO. Identifier des partenaires stratégiques. Ils ont également condamné la confiscation des avoirs de la République du Niger par l'UEMOA avant d'exprimer leur solidarité au gouvernement et au peuple du Niger et d'exiger la restitution sans délai des dits avoirs. Propos du président nigérien Abdourahmane Tiani. À présent, vous allez l'entendre. Il a, dans une interview accordée aux journalistes nigériens, souligné que la France ne s'en ira pas seulement après 107 ans de pillage des ressources du Sahel. La France va rembourser la dette due en ces circonstances. Nous allons faire le point et échelonner le paiement de cette dette-là selon Abdourahmane Tiani. Extrait. Pourtant, jusqu'à aujourd'hui, la majorité numérique des membres continue à être membres de la communauté. Nous sommes sortis, avant nous, la Mauritanie était sortie, même si ce n'est pas dans les mêmes conditions. La monnaie, c'est un signe de souveraineté. Nous sommes engagés dans un processus de recouvrement de notre souveraineté totale. Nous l'avons dit, il faut ouvrir l'armoire de l'histoire récente des États africains, sortir tous les dossiers, les dépoussiérer, les analyser, les évaluer et décider pour l'intérêt et l'intérêt de nos peuples. Il n'est plus question que nos États soient la vache à lait de la France. La France nous a spolié plus de 107 ans. La France doit payer cash
les dettes de 65 ans de pillage systématique de nos ressources. Et les 42 ans, nous trouverons un échéancier pour qu'on soit quitte avec la France. La monnaie est une étape de sortie de cette colonisation. Les États de l'Alliance du Sahel ont des experts et au moment opportun, comme je l'ai dit, Inch'Allah, nous déciderons. Et nous allons décider, Inch'Allah. Le Sénégal défraie la chronique depuis début février, en tout cas depuis que le président sortant Macky Sall a annoncé le report de l'élection présidentielle du 25 février prochain. Finalement, c'est le Conseil constitutionnel qui s'est invité au débat en annulant toutes les décisions liées au report de cette élection et à la prolongation du mandat du président sortant Macky Sall. Finalement, Macky Sall a décidé de prendre acte de la décision du Conseil constitutionnel et d'envisager la reprogrammation de l'élection présidentielle, en tout cas avant le 15 décembre. C'était la date initialement fixée par la loi constitutionnelle votée à l'Assemblée sénégalaise. La CEDEAO a aussi pris acte de cette décision du Conseil constitutionnel sénégalais. Finalement, c'est comme si on avait apaisé la tension au Sénégal, en tout cas à Dakar, où il y a eu des émeutes, où il y a eu des morts. Nous en parlons avec Amadé Adama Soro. Amadé Soro, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous avez suivi ce qui s'est passé ces derniers jours au Sénégal. Finalement, c'est le Conseil constitutionnel qui a mis fin au débat. Si tant est que le débat est achevé. Très bonne question, puisque pour moi, ce n'est pas encore clos, dans la mesure où c'est vrai que la présidence sénégalaise a pris acte de la décision du Conseil constitutionnel, laquelle décision est pour moi un peu floue, pour ainsi dire. Si le Conseil effectivement annule les actes qui ont été posés à la fois par le président et par l'Assemblée nationale, mais le Conseil n'est pas allé très loin pour fixer une échéance au-delà de laquelle on ne pouvait pas continuer. C'est vrai qu'il y a le 15 décembre qui est annoncé, qui est revenu dans la décision de l'Assemblée nationale, mais lorsque le Conseil demande à ce que le processus soit repris et que l'élection se déroule dans des meilleurs délais. Oui. Moi, je me suis un peu arrêté sur le mot meilleur délai. Le meilleur délai, c'est comme on dit, c'est un mot valise. Ça veut tout dire. Meilleur délai, c'est trop ouvert. C'est trop ouvert. Parce que c'est trop ouvert. Et le meilleur délai peut être également fonction du rapport des fois sur le terrain. Parce que on peut estimer, et cela est revenu dans la réaction du président, de la présidence sénégalaise, d'ouvrir un dialogue. Alors, ce que le Conseil constitutionnel n'a pas prévu. Puisqu'on n'en a même pas besoin. En tout cas, dans les faits, tels que c'est, on avait validé les candidatures. Voilà. Il fallait ouvrir la campagne. Tout à fait. Ce qui fait que je suis un peu prudent. Je n'irai pas jusqu'à aller dire que voilà, le Conseil constitutionnel est dans le coup. Puis c'est un coup. Le coup n'est pas encore mais le Conseil constitutionnel n'a pas vocation à convoquer le corps électoral. C'est le président qui doit, après, par décret, mais si dire on convoque le corps électoral à cette période. Et puis on prépare la campagne électorale. Mais le Conseil peut donner une orientation. Étant donné que c'est la plus haute juridiction du pays, s'il a pu donc annuler ces actes-là, il pouvait également, dans ce même esprit de respecter les règles de la démocratie, pour dire, ok, nous avons annulé effectivement ces actes, mais voilà, vous devrez tout faire pour tenir les élections dans telle période. Parce qu'on a perdu à peu près 2 semaines. Qui peuvent être comptabilisées. On peut rattraper les 2 semaines. Tout à fait. Dans le même calendrier. Dans le même calendrier électoral. Parce que, effectivement, quand je regarde, quand j'essaie d'analyser en fait ce terme dernier délai, je me rends compte que je trouve cette même expression dans le communiqué de l'Élysée, dans le premier communiqué de l'Élysée, qui demande à ce que voilà, le dialogue là soit enclenché et que la classe politique puisse se comprendre pour organiser des élections dans le même délai. Lorsque je regarde également le premier communiqué de la CEDEAO, je trouve également le terme meilleur délai. Lorsque je regarde également le communiqué du calife général de Mouride,
j'ai trouvé également l'expression meilleur délai. Et quand si on veut donner du crédit à la déclaration des deux anciens chefs d'État, à savoir le président Abdou Diouf et le président Abdoulaye Wade, je me rends compte qu'ils ont pratiquement demandé à ce que la classe politique suive, accepte le dialogue proposé par Macky Sall. Donc pour moi, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Ça veut dire que s'il y a dialogue, on est parti pour une éternité dans la prolongation des élections. C'est vrai qu'on peut ne pas aller jusqu'au 15 décembre, parce que ça va être quand même flagrant, mais on peut aller 2, 3, 4 mois. Et, pourquoi Macky Sall a besoin de quelques mois encore au pouvoir? C'est la question que je me pose. Oui. C'est parce que, vous savez très bien, lorsqu'il avait pris la décision d'annoncer le fait qu'il renonçait au 3e mandat, moi j'avais fait une publication sur ma page pour dire j'étais un peu dubitatif en fait. Je n'avais pas accordé assez de crédit à cela. Parce que c'est dès les premiers instants qu'il devait se prononcer catégoriquement pour dire 3e mandat, je n'en ai pas besoin. Mais il a laissé perdurer le suspense jusqu'à la dernière minute. Bon, ça peut peut-être s'expliquer par le fait qu'il a observé le vent, là où allait le vent, et le rapport de force pour décider. En ce moment, effectivement, s'il avait déclaré sa candidature pour un 3e mandat, peut-être on allait connaître pire. On allait connaître le pire. Donc pour moi, c'est au bout des lèvres, ou bien il a été contraint donc, de renoncer effectivement à ce 3e mandat. D'où toutes ces manœuvres-là pour moi, ça n'engage que moi, puisque ce ne sont pas des faits, c'est un commentaire que je fais. Donc ça n'engage que moi. Toutes ces manœuvres-là pour moi sont destinées à perdurer le processus, à accorder un temps supplémentaire au camp présidentiel pour effectivement revoir la stratégie qui a été mise en place. C'est quoi en fait? Qu'est-ce qui a provoqué tout cela? C'est parce que le candidat donc de la PR, donc de Macky Sall qui a été désigné en la personne d'Amadou Ba, n'est pas effectivement ce candidat qui peut aider le parti présidentiel à remporter les élections. Tout le monde Maintenant, il y a deux hypothèses. Il y en a qui font le lien avec l'invalidation de la candidature de Karim Wade, qui serait le candidat de l'Occident, de tous ces pouvoirs qui tournent autour de ce que représente Macky Sall. Et puis, il y en a qui disent non, en vérité, Macky Sall a besoin de quelques mois pour réorganiser l'appareil au pouvoir pour que ce qu'il a installé ne soit pas démantelé. Mais est-ce que c'est de son ressort? Si votre mandat finit et que vous n'avez pas pu, au cours de votre mandat, organiser votre état-major électoral, pourquoi vous avez encore besoin d'une rallonge pour le faire? Tout ça, ça explique la mauvaise foi en fait qui est constatée au niveau donc, du Sénégal. Ce que vous avez dit, c'est aussi une hypothèse, mais cette hypothèse n'exclut pas le fait qu'il y ait effectivement ce deal-là, ce deal entre Macky Sall et Karim Wade, parce que tout le monde sait que dans le Karim Wade peut revenir dans le jeu. Pourquoi pas? Le dialogue peut le permettre. Oui, bien sûr. Parce qu'on a dit un dialogue. Et pour on ne dialogue pas autour de la qualité des gens à être quels sont les points qui sont inscrits à l'ordre du jour du dialogue? Il n'y en a pas jusqu'à présent. Donc ça veut dire c'est un dialogue inclusif. Et même la CEDEAO a parlé, dans son deuxième communiqué, a parlé d'un dialogue inclusif. Donc quand on met l'accent sur l'inclusivité, donc ça veut dire que tous les candidats qui avaient été recalés, parce que ce qui a effectivement amené ce report, c'est parce qu'il y a des candidats qui ont été recalés. Mais dans tous les pays, ça se fait. Dans tous les pays, ça se fait. On recale des candidatures. On ne prend pas les élections. Mais on ne reporte pas la présidentielle. On a toujours reproché aux pays africains la démocratie de façade. C'est-à-dire qu'on use de tous les instruments de la démocratie. Mais au moment de la pratique réelle de la démocratie, on trouve toujours des subterfuges donc, pour ne pas accorder n'est-ce pas, le fair play, pour ne pas donner effectivement la latitude aux acteurs politiques de pouvoir mener la politique comme elle se doit. Donc, cette situation a encore venu effectivement compliquer la tâche. Quand vous regardez l'ensemble de tous les pays africains francophones, c'est très difficile de voir un processus électoral qui a bien commencé et qui s'est bien terminé. Il n'y a pas eu 3 présidents, par exemple, depuis les indépendances, qui ont été bien élus, qui ont passé la main de façon démocratique. Chaque fois, c'est des problèmes. Par rapport aux autres pays, anglophones, lusophones, etc., là, c'est un peu mieux. Mais tout ça,
C'est vrai qu'il y a des gens qui disent, voilà, chaque fois que vous rejetez la responsabilité, c'est les autres, tout en oubliant vos propres responsabilités. Mais si on est intellectuellement honnête, on doit savoir quand il y a un problème, il y a au moins 2 facteurs. Il y a un facteur endogène, interne, mais il y a également un facteur exogène, externe. D'autant plus que ce type même de gouvernance nous a été imposé. Donc celui qui nous a imposé effectivement ce type de gouvernance-là veut toujours continuer à tirer sur les ficelles, à essayer de, n'est-ce pas, comment on appelle ça, d'influencer le cours. Donc conditionner le peuple, faire passer un candidat qui est le candidat ou du président sortant, ou en tout cas de ses mentors, en tout cas pour que le peuple n'ait pas toujours le dernier mot. Surtout que cela se passe dans un contexte sous-régional où la France perd de plus en plus en fait pied. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction de la CEDEAO? Je trouve que la CEDEAO a été un peu surprise par ce qui s'est passé. La CEDEAO ne veut pas lâcher le terme qu'elle a employé, c'est un pays phare. Oui. Ce pays phare qu'est le Sénégal. Mais la CEDEAO ne veut pas également prendre une décision radicale sans savoir réellement quelle est l'orientation donnée par ceux qui tirent les ficelles au niveau de la CEDEAO. Je veux dire la France. Donc la CEDEAO est dans une position des plus délicates. Il y a la pression populaire qui monte, parce que si la CEDEAO va à une main suffisamment lourde sur le Sénégal, ça peut faire basculer le Sénégal vers l'autre axe, hein, l'axe de l'AES, par exemple. Donc si la CEDEAO également se montre un peu molle, nonchalante, etc., ça peut également fâcher, n'est-ce pas, le partenaire stratégique de la CEDEAO, en l'occurrence la France, etc. Donc la CEDEAO, pour l'instant, essaie de instruite en cela par ses présidents de voir quelle est la direction du vent, quel est le rapport de force sur le terrain, afin d'effectivement de décider. Même si la CEDEAO sait qu'elle est devenue une coquille vide, puisque ni ses résolutions, ni ses recommandations ne sont pratiquement respectées par aucun membre. Ce n'est pas le Sénégal qui a vu ce qui s'est passé avec les pays membres de l'AES qui va s'en priver. Amadé Zoro, merci beaucoup. Merci. C'est ici que prend fin le décryptage. Tout de suite, ça fait débat. Nous poursuivons votre émission 7 jours dans la savane avec la rubrique à présent Ça fait débat. Dans Ça fait débat, nous parlons de Burkina Faso, Côte d'Ivoire, l'avenir de la coopération bilatérale et de l'intégration des 2 peuples. Vous l'aurez remarqué, dans les relations bilatérales qui lient la Côte d'Ivoire au Burkina Faso, aujourd'hui, on est bien loin de ce que le président ivoirien Laurent Gbagbo disait. C'était en juillet 2008, alors qu'il était en visite au Burkina Faso. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire constituent la colonne vertébrale et la locomotive de l'Afrique de l'Ouest. Cela constituait d'ailleurs le point de départ du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Aujourd'hui, quelques années après, on est bien loin de cette période plutôt intéressante qui liait les 2 pays. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Il y a eu l'épisode de 2015. On se souvient, la transition de 2015 entre le président Ouattara et le président Kafando, ça n'allait pas vraiment puisque le président Michel Kafando n'a pas du tout effectué de déplacements au bord de la lagune Ébrié en son temps. En 2016, il y a eu l'épisode Roch-Marc-Christian Kaboré et il y a eu cette période tendue autour du mandat d'arrêt international lancé par la justice burkinabé contre Guillaume Kibafori et Soro. Alassane Dramane Ouattara avait alors demandé la levée de ce mandat d'arrêt international. Et puis le bémol, c'était sous le président Paul-Henri Sandaogo Damiba qui a effectué la visite au bord de la lagune Ébrié. Et puis depuis, c'est encore la crispation depuis que le capitaine Ibrahim Traoré est au pouvoir. Du côté de Ouagadougou, Alassane Dramane Ouattara est toujours du côté d'Abidjan et c'est difficile. Nous abordons 2 dimensions de ces relations en dents de scie entre les 2 voisins, la dimension politique et puis la dimension socio-économique qui couvre l'intégration, le brassage des peuples et les échanges commerciaux aussi. Et puis, commençons par cette dimension socio-économique, le brassage des peuples. Nous en parlons avec docteur
Hyacinthe Wenlarima Ouedraogo. Vous êtes enseignant-chercheur, vous êtes historien. Et puis Roland Bayala, qui est le coordinateur de la COPA ABF, la coalition des patriotes africains, section du Burkina Faso. Et intéressant de parler avec vous parce qu'au niveau du brassage des peuples, c'était d'abord la Haute-Volta qui fournissait la main-d'œuvre à la Côte d'Ivoire. Oui, effectivement. Il faut dire que au niveau donc socio-culturel, au niveau du brassage des peuples, comme on aime le dire, hein, les frontières de nos États sont l'héritage de la colonisation. Bien avant qu'on ne parle donc de conquête coloniale et de colonisation, bien évidemment que les mouvements de population entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, j'allais dire entre les deux peuples, il n'y a pas de Côte d'Ivoire ni de Burkina Faso. Oui. Donc il faut dire que c'est la colonisation qui est venue établir des frontières qui sont artificielles. Et depuis donc que ces frontières ont été établies et que la Haute-Volta a été créée en 1919, ces frontières n'ont pas entamé, n'ont pas empêché la poursuite du flux. S'il faut même remonter l'histoire, on dira que la plupart des peuples qui ont fondé des sociétés dans le sud-ouest du Burkina Faso, dans l'ouest du Burkina Faso, quand on prend Orodara, on prend Gawa, on prend Djebougou, on prend Dissine, jusqu'à Léo en pays Gouroussi, et même Boura en pays Sissala, la plupart de ces populations sont parties soit du Ghana, soit de la Côte d'Ivoire pour donc fonder ces sociétés ou encore ces royaumes. C'est pour dire que même depuis l'histoire, depuis 5 siècles passés, il y avait déjà donc ces mouvements de population. Pour maintenant revenir à l'histoire récente. Oui. Avec donc la colonisation, la Haute-Volta qui est créée en 1919, mais qui se retrouve être le réservoir de main-d'œuvre de l'Afrique occidentale. Et les Blancs, même quand ils créaient la Haute-Volta, avaient déjà pensé que la Haute-Volta, un Blanc avait dit à l'époque que la Haute-Volta allait être la première colonie à amorcer son développement économique, vu la main-d'œuvre très fournie que nous avions. Malheureusement, cette main-d'œuvre a été convoyée plus vers la Côte d'Ivoire, notamment avec la suppression en 1932, où on pense que l'une des causes majeures même de la suppression de la Haute-Volta était d'avoir une main-d'œuvre assez fournie pour la Côte d'Ivoire et l'Office du Niger. On avait créé l'Office du Niger et il fallait donc développer le Mali et le Niger et il fallait passer par la main-d'œuvre voltaïque. Si c'est une colonie, c'est un peu difficile, mais comme ce n'est plus une colonie, surtout qu'on a rattaché une partie de la Haute-Volta à la Côte d'Ivoire, ça devenait facile. Cela va se poursuivre et avec même plus d'entrain jusqu'aux indépendances. Et vous savez qu'avec les indépendances aussi, il y avait une proximité politique entre Maurice Yameogo et Houphouët-Boigny. On avait parlé donc de cette question de la double nationalité, cette question de beaucoup de choses. On en a entendu parler. Voilà. C'est vrai que Maurice Yameogo aussi a balancé. Sa balance là, d'ailleurs, il était tourné vers le Ghana, alors qu'on sait que le Ghana était socialiste. Le Ghana était tourné plus vers les pays socialistes. Mais, en fin de compte, vu ce qu'il avait comme opposition au niveau donc de la Haute-Volta, le Maurice Yameogo s'est tourné définitivement vers la Côte d'Ivoire et puis Houphouët-Boigny. Et c'est depuis là vraiment que nos relations se sont renforcées avec des mouvements de part et d'autre au niveau culturel, au niveau donc démographique et même au niveau économique. Bon, c'est pas la question pour le moment. Oui, Roland Bayala, et comment vous vivez ça aujourd'hui, le brassage des peuples burkinabés et ivoiriens? Moi, je suis aujourd'hui un témoin vivant de ce brassage parce que je suis né en Côte d'Ivoire. J'ai grandi là-bas et ce n'est qu'à l'âge de 4e, la classe de 4e, pardon, et CM2 que je suis venu au Burkina. Et aujourd'hui, tous mes frères sont en Côte d'Ivoire et je me demande, ils sont combien de Burkinabés aujourd'hui, des millions de Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire, des millions d'autres nationalités qui vivent en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il faut que les gens comprennent une chose. Et le fait que les peuples puissent s'entremêler, ça c'est une chose, ça c'est naturel. Le fait que les gens puissent vivre ensemble, ça c'est l'Afrique qui l'a demandé depuis. Et donc, ça n'a rien à voir avec les questions politiques. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons sur le terrain, c'est que le politique a eu tendance à mélanger les choses. Le social et le politique. Ça fait qu'aujourd'hui, parce qu'un pays comme le Burkina Faso a décidé de vivre son indépendance pleinement et de s'arracher des griffes du colon, aujourd'hui on a tous les problèmes du monde et avec malheureusement notre voisin le plus immédiat. Et donc aujourd'hui je pense qu'on ne doit plus penser à cela. Et c'est un choix politique et ça ne doit pas aujourd'hui empêcher... Là, on va évoquer le volet politique là, mais convenez que quand vous aviez des habitudes
les Ivoiriens au sommet de l'État avaient des habitudes, les Burkinabés au sommet de l'État avaient des habitudes, et puis brusquement les Burkinabés décident de changer, d'aller de l'autre côté, alors que les Ivoiriens sont toujours restés là. Ça gêne, ça dérange. Oui, mais qu'est-ce qui a amené ça en réalité? Qu'est-ce qui a amené ça? C'est un choix. Vous avez dit de ne pas parler de politique, mais on peut un peu avoir la cause du fait que les Burkinabés aujourd'hui aient décidé de se retirer de la CEDEAO. C'est parce qu'en réalité, il n'y a plus d'entente entre le Burkina Faso sur le plan politique et les pays de la CEDEAO. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là, on ressent ça au niveau des citoyens? Est-ce que les Ivoiriens et puis les Burkinabés sont distants juste parce qu'au niveau politique, il y a des biscuits? Malheureusement, il y a certains qui ne comprennent pas, mais il y a beaucoup qui comprennent effectivement la chose. Quand vous avez vu la CAN et tout les débats qui viennent se dérouler, vous comprenez très bien qu'il y a eu sur les réseaux sociaux des velléités d'attaques ciblées au niveau de certains supporters, etc. Pays de coup d'État. Pays de coup d'État et l'AES qui joue contre la CEDEAO, etc. On vous a battu. Bon, je pense que c'est que pour revenir à votre question, sur le plan économique, forcément, il y aura des répercussions. Il y aura des répercussions parce que quand on sait très bien que d'abord le Burkina Faso fournissait beaucoup de choses telles que le bétail, telles que les matières premières au niveau de l'agriculture vivrière à la Côte d'Ivoire et par voie comment on appelle ça, de locomotives. Et aujourd'hui, cette voie est bloquée carrément parce qu'on ne peut plus amener toute cette cargaison de nourriture en Côte d'Ivoire. Et donc, du coup, il y a eu effectivement une flambée des prix des denrées de première nécessité en Côte d'Ivoire. Et c'est la même chose que le Niger aussi, avec qui il y a eu des problèmes. Donc, nous pensons que forcément, sur le plan économique, cela va impacter aussi bien la Côte d'Ivoire que le Burkina Faso parce que c'est dans les deux sens en même temps. Aussi bien que nous prenons des choses au niveau de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire aussi, à notre niveau aussi, prend des choses. Donc, ça va impacter. Mais est-ce que parce que les populations, effectivement, à un certain moment, vont vivre un problème qu'il ne faut pas, effectivement, se décider de couper les chaînes définitivement. Et je pense que nous avons fait le choix, et c'est un choix qui va payer plus tard. Et c'est ça qui est important. Docteur Assane Ouedraogo, il y a une autre décision que le président ivoirien a prise, mais qui n'est pas seulement valable pour ce qui concerne le Burkina Faso. Il y a la décision d'interdire l'exportation de produits vivriers, céréales, tubercules, bananes, plantains, de la Côte d'Ivoire vers les autres pays, mais on voit que ça se ressent surtout du côté du Burkina Faso, à la gare ferroviaire par exemple. Plusieurs médias ont pu faire le constat. Est-ce que l'un dans l'autre, ça ne dérange pas davantage la qualité des relations? Oui, moi je pense que cette décision du président ivoirien vient donner raison. Mais il n'a pas visé que le Burkina. Je sais, mais en fait, ça prouve déjà que dans l'espace CEDEAO, même si on n'est plus de la CEDEAO, mais c'est vrai qu'il n'y a plus le Mali et la Côte d'Ivoire, mais il y a le Ghana et autres. Donc moi je pense que ça prouve que la CEDEAO est une coquille vide. Et l'argument qu'il avance, c'est pour renforcer la souveraineté alimentaire. Mais je pense que la Côte d'Ivoire, et c'est pour 6 mois jusqu'en juillet. La souveraineté alimentaire, c'est lui qui est le fervent défenseur de la CEDEAO. Il n'a pas une vision CEDEAO à l'heure là, et il a seulement une vision ivoirienne. Ça pose problème. Ça justifie pourquoi certains sortent de la CEDEAO. Je pense que 49 ans après, les dirigeants de la CEDEAO ne devaient plus se préoccuper de la sécurité alimentaire de leur petit pays, puisqu'ils se disent panafricains, ils se disent fédérateurs. Donc, on devait quand même plutôt parler on devait plutôt avoir de l'inquiétude pour la sécurité alimentaire dans l'espace CEDEAO. Et cette décision, en tout cas à mon sens, je pense que même si elle est générale, elle est ciblée. Mais c'est comme vous l'avez dit, hein, cette décision n'aura pas beaucoup d'impact. Je vais dire même au niveau, en dehors de ces produits qui passent par la voie ferroviaire ou la route, mais nous avons combien de kilomètres de frontières entre nous? Et ça, c'est une dynamique, c'est une réalité sociale. Et ces produits-là peuvent passer quand même. On ne peut pas, sur coup d'un décret présidentiel, balayer du revers de la main. Nous, le Burkina et la Côte d'Ivoire, sont géographiquement liés, historiquement liés, culturellement, à tous les niveaux. Donc, qu'un pouvoir le veuille ou pas, ce n'est pas un élan qu'on peut interrompre du jour au lendemain. Comme vous l'avez dit, les velléités politiques peuvent être là. Et ça a toujours été comme ça. On a vu sous Sankara aussi, entre Sankara et Houphouët-Boigny, ça n'allait pas. On a vu, même aujourd'hui, entre nous et le Mali, ça va. Mais il y a eu un temps où ça n'allait pas. Il y a eu même eu 2 guerres entre nous.
Donc dans le monde, ça existe. Les soubresauts politiques ou les querelles politiques là, entre États, ça doit continuer, ça doit exister. C'est ça aussi qui prouve que les États vivent. Mais ça ne doit pas impacter les relations sociales ou en tout cas certaines relations commerciales jusqu'à aller... Bon, est-ce que Ouattara pourra empêcher aujourd'hui que des villages qui sont situés à 10 km de la frontière et qui sont par exemple, quand vous arrivez à Kamti, de Kamti vous rentrez en Ghana et en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il pourra empêcher ce flux? Ça ne sera pas possible. Oui. En tout temps, le Burkina aussi avait pris une mesure comme ça d'interdiction de sortie des céréales pour renforcer la sécurité alimentaire au niveau national. L'autre volet du brassage socio-économique entre les deux peuples-là, c'est le problème de la libre circulation des personnes surtout, parce qu'on voit beaucoup de raquettes aux frontières. Comment vous analysez ça, Roland Bayala? Parce que même dans l'espace CEDEAO, c'est comme si ça n'a jamais été combattu vraiment. En fait, je pense qu'ici, ce sont des mauvaises volontés. Ce sont de mauvaises volontés qu'il faut vraiment combattre avec la dernière énergie qu'il faut. Vous savez que nous avons vécu ça personnellement, même sur le tronçon Burkina-Mali. Il fut un temps où on allait beaucoup travailler avec la société civile malienne. Et dans les cas, c'est 5 000 qu'on nous prenait. Et à l'époque, nous avons même alerté l'autorité en question, les ministres. On ne vous dit pas qu'est-ce que vous... Non, on nous dit tout simplement qu'il faut payer. Il faut payer tout simplement. Mais quand on leur demande mais pourquoi il faut payer, on nous dit il faut payer, c'est comme ça. Et vous pensez que nous sommes ici, là, qu'est-ce que nous mangeons? Voilà la réponse qu'on vous donne. Et en Côte d'Ivoire, le frère qui est arrivé, par exemple, il y a un frère qui est arrivé avant-hier pour des funérailles, il est là même avec moi au studio ici. Il a dit clairement, quand il a pris le tronçon Côte d'Ivoire, à Paka, Côte d'Ivoire jusqu'à la frontière du Burkina, ça a été la même chose. Et c'est des 2000 francs qu'on raquette, sans raison valable. Et arrivé aussi du côté du Burkina Faso, jusqu'à aller à l'intérieur du Burkina, ça a été la même chose. Et donc c'est partout au niveau des frontières. Peut-être c'est parce que ces gens se croient un peu plus éloignés des centres-villes qu'ils s'adonnent à ce genre de pratiques. Alors qu'un policier ou un agent qui est là-bas, il a son salaire comme tous les autres policiers. On ne peut pas comprendre pourquoi est-ce qu'il s'adonne à de telles pratiques. Moi je pense que le fait d'abord que nos autorités aient décidé de dire que nous sommes dans une révolution et en tant que pays bien enclin dans la révolution, il faut vraiment mater tous ces genres de pratiques. Même si la Côte d'Ivoire ne va pas le faire, mais il faut que cela ne se produise pas au Burkina Faso parce que... Mais pour le Burkina, ça ne se fait pas encore. Hein. On ne sent pas encore... Bien sûr, ça se fait. Des sanctions prises contre il y a eu des sanctions. des policiers, gendarmes, vous vous rappelez de ceux qui ont été rappelés. Ça n'a pas été bien dit clairement, mais on a supposé qu'effectivement c'était des actions pareilles. Ceux qui ont été rappelés à la frontière du Mali. Et il y a tout un groupe qui a été rappelé ici à Ouagadougou pour les entendre par rapport à certaines pratiques. Ça a été enveloppé comme ça. Moi, je me dis que donc vous pensez que du côté du Burkina, c'est possible que l'autorité prenne des mesures contre les raquettes, notamment à la frontière Côte d'Ivoire-Burkina. Mais est-ce que vous pensez que côté Côte d'Ivoire, ça va aussi se faire? Moi, je pense que ça peut se faire. Mais quand j'observe la mentalité même de ces forces de sécurité, notamment les policiers, moi, il faudra que la transition tape du poing sur la table pour qu'on comprenne. Laissons même les questions de frontières, même les questions même à l'intérieur des villes. Moi, je voyage beaucoup, mais quand je prends la route Léo-Ouaga, moi, je vois le plus souvent. Là, ce n'est pas des raquettes parce que quelqu'un n'a pas ses... Mais c'est quand, par exemple, les gens n'ont pas d'assurance, n'ont pas de... Une fois, on a voulu me raqueter comme ça, mais moi, j'ai dit au policier après que moi, j'ai fait une publication dessus. J'ai même touché, mais finalement, l'affaire a été enveloppée. Bon, on a trouvé les voies et moyens. Sinon, vous n'avez pas votre assurance ou bien votre visite technique est périmée. Mais par jour, ou bien ceux qui brûlent les feux, combien brûlent des feux et ne sont pas inquiétés parce que le policier l'arrête, bon, il glisse un 2000, un 5000, on le laisse passer. Ça, c'est entre nous, dans les villes, ou en tout cas, entre les villes du Burkina. Ce qui fait que, tant qu'on n'aura pas des sanctions, comme actuellement, des gens ont détourné l'argent des VDP, ils ont été sanctionnés, radiés de l'armée. Il faut que la question des raquettes à l'intérieur du Burkina Faso, au vis-à-vis de nos pays voisins, notamment les pays de l'AES, Mali, Niger, que tout ce qu'il y a, qu'on tape du poing sur la table et qu'il y ait même des radiations, tant qu'il n'y aura pas de victimes, les gens ne vont pas se réveiller. On va toujours penser que non, les pouvoirs changent, les décisions changent, mais les pratiques peuvent résister et continuer. Il y a aussi le port d'Abidjan que les Burkinabés utilisent beaucoup, notamment les opérateurs économiques. C'est vrai,
qu'après 2002, avec la crise ivoirienne liée à la rébellion sous le président Laurent Gbagbo, les Burkinabés ont diversifié leurs ports. Ils sont allés vers Lomé, ils sont allés vers Cotonou, ils sont allés vers Tema, Accra. Mais il reste encore une bonne dose d'opérateurs économiques qui convoient des marchandises à partir du port d'Abidjan. Est-ce que là, ça peut continuer? Je pense que le Burkina Faso a dit clairement, en quittant de la CEDEAO, ils n'ont pas dit qu'on arrête toute relation avec la Côte d'Ivoire. Il y a les relations bilatérales qui vont rester entre nous. Et donc les deux États vont voir sur le plan économique qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui nous arrange, et on va travailler dans ce sens. Ce n'est pas une guerre, c'est des gens qui effectivement essaient d'extrapoler les choses. Moi je ne pense pas que ça puisse toucher de façon concrète à cela. Et même si ça arrivait, je pense que l'habitude faisant une seconde nature, les gens aussi vont effectivement prendre la mesure des choses et s'orienter vers les ports qui vont être plus accessibles pour le commerce. Particulièrement pour les hydrocarbures, la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures, la SONABI, utilise beaucoup le port d'Abidjan pour convoyer le carburant. Oui, effectivement, on l'a vu même à l'époque aussi. Et lorsqu'il y avait eu ce problème-là, et ça passait par le Togo, ça passait par Lomé. Et ça arrivait effectivement à ravitailler le Burkina Faso convenablement. Mais je pense qu'aujourd'hui, où nous sommes pas n'importe quelle voie, et je pense qu'on peut avoir ce qu'on veut lorsqu'on a de l'argent. Ça, c'est pas un souci. Docteur Yacine Dorawo, justement par rapport aux échanges commerciaux, là, ce n'est pas seulement le Burkina qui a besoin de la Côte d'Ivoire. C'est ce que le Premier ministre Apollinaire Kélem de Tambela a dit lors de sa rencontre lundi avec les opérateurs économiques. Les autres pays voisins, comme la Côte d'Ivoire, ont aussi besoin du Burkina pour vendre, pour commercer. Si la SONABI utilise le port d'Abidjan, c'est pour en retour payer des prestations. Est-ce que c'est possible que la Côte d'Ivoire nous bloque des marchandises, de l'hydrocarbure, peut-être pour nous faire mal? Oui, je crois qu'à l'étape où nous sommes de la confrontation, j'allais dire même frontale, entre les pouvoirs en place, rien ne doit nous étonner. Surtout quand on sait que les chefs d'État de la CEDEAO, le plus souvent, n'usent pas de vertu. Je vais dire que violent même les tests internationaux. Quand récemment, on voit que le Nigeria est en train de couper l'électricité au niveau du Niger, mais ça ne s'explique pas. Il y a des conventions qui ont été signées. Si aujourd'hui le Niger décide de construire des grands barrages au niveau, donc, à partir du fleuve Niger, ce n'est pas évident que les fleuves, par exemple le barrage électrique au Nigeria, Kienji, pourra toujours fonctionner. C'est comme nous au Burkina. Ce n'est pas qu'on ne peut pas faire un grand barrage hydroélectrique. Mais nous allons retenir, nous allons priver à Kosombo. On a vu par exemple le Ghana s'opposer à la construction de grands barrages hydroélectriques. Eux peuvent s'opposer. En retour, ils ne peuvent pas couper. Parce que ce n'est pas parce qu'il y aura un conflit politique entre nous et le Ghana que le Ghana peut couper son courant. Il y a des accords qui sont signés. De la même façon, entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, on ne peut pas priver un pays de l'accessibilité au port de la sous-région. C'est des normes, des règles internationales qui le disent. Ici, mais je pense que Alassane Ouattara, dans cette dynamique actuelle-là, peut le faire, juste pour nous faire mal. Mais je pense que, comme vous l'avez dit, et d'ailleurs même le président aujourd'hui dans son adresse, le capitaine Traoré, a fait mention de cela au palais donc, des sports de Ouaga 2000. Il a dit que d'ailleurs, la transition va donner un temps pour que cette mesure-là soit révisée. Laquelle mesure? La mesure donc d'interdiction d'exportation de denrées alimentaires vers d'autres pays, notamment le Burkina Faso, que le président ivoirien vient de prendre. Et passer ce délai, ça sera au Burkina même de prendre une décision pour interdire l'entrée. C'est-à-dire un jour les Ivoiriens voudront que ces produits-là viennent chez nous, mais si leur délai aussi expire, c'est au Burkina de prendre des mesures pour refuser l'accès. Ça sera comme une mesure de réciprocité. Et dans la même dynamique, moi je pense que nous qui traitons avec le port d'Abidjan, nous gagnons quelque chose, mais la Côte d'Ivoire aussi gagne quelque chose. Si aujourd'hui Alassane Dramane Ouattara décide de couper, on peut comprendre, on peut peut-être lui donner 3 mois, 6 mois, mais c'est à nous aussi de dire, passer un délai de 6 mois, si le flux commercial n'est pas rétabli, alors nous bannissons définitivement Abidjan de notre champ. On n'est pas encore à ce stade, hein. C'est pas une tension, un conflit ouvert. On est au stade où les uns et les autres font attention à leur pas et gestes. Chacun marche sur des œufs. Ce que moi je vais dire.
Et on a l'impression davantage qu'il y a de la prudence depuis que le Mali, le Burkina et le Niger ont quitté la CEDEAO. Mais pourquoi? Vous avez vu, avec la visite du président togolais Faure Gnassingbé au bord de la lagune Ébrié, avec le président Ouattara, ils ont dit on peut toujours rattraper ce qui s'est passé. On peut encore dialoguer avec les pays membres de l'AIS. C'est comme si la CEDEAO, ou les États membres de la CEDEAO commençaient à jouer balle à terre. Oui, ça, moi j'ai toujours fait la différence entre les discours de ces grands politiciens et dans la pratique. Vous ne direz pas que la sortie de l'AES, de la CEDEAO les a surpris. Tout le monde voyait les signaux affichés, tout le monde savait que la dynamique allait aboutir à cela. Pourquoi ils se sont entêtés, ils ont maintenu les mesures et les différentes pressions. Pourquoi quand ils sentaient venir la chose, ils n'ont pas convoqué des rencontres pour jouer balle à terre? Ces pays-là ont des services de renseignement très futés, qui sont au même degré d'information que les décisions qui sont prises dans les lieux secrets de nos États. Ils avaient l'information. Pourquoi ils n'ont rien fait? Moi, je pense qu'aujourd'hui, s'ils semblent jouer balle à terre, ça c'est ce que nous entendons. Mais dans les coulisses, puisque leur frustration c'est quoi? C'est comme si on veut priver des pays de leur indépendance, de prendre leur souveraineté. Là, c'est d'avoir pris une option qui n'arrange pas certains pays. Ces pays décident de se retirer. Où est le problème? Et si c'était la première fois dans l'histoire, on pouvait comprendre. La Mauritanie a fait aussi sa valse entre la CEDEAO et tout. Il n'y a jamais eu de problème. Et on considère que c'est les pays pauvres. C'est les pays pauvres qui veulent se retirer. Mais laissez-leur se retirer. Pourquoi on veut leur empêcher en disant que non, c'est des pouvoirs militaires? Comme si ceux-mêmes qui ont fondé la CEDEAO n'étaient pas en majorité des pouvoirs militaires. Donc il y a de la contradiction sur toute la ligne. Est-ce que ce n'est pas possible que le président Alassane Ouattara et le président Ibrahim Traoré dialoguent? Surtout qu'on entend qu'il y a ce dialogue-là qui se fait autour de l'arrestation de 2 gendarmes ivoiriens depuis plusieurs mois maintenant au Burkina et qui sont toujours retenus au Burkina Faso. Est-ce que le dialogue n'est pas possible? Je pense que c'est souhaité même. Le dialogue est possible et c'est souhaité. C'est ce qui est mieux. Et je ne pense pas qu'en réalité, le président Traoré refuse le dialogue. Je ne le pense pas. Aujourd'hui, c'est une question d'intérêt. Et c'est une question d'idéologie qui aujourd'hui sépare effectivement ces 2 États. Et comme on sait très bien qu'on ne peut pas, et vous l'avez si bien dit en début d'émission, comme ce que le président Gbagbo avait dit, c'est la colonne vertébrale de l'Afrique de l'Ouest. On ne peut pas refuser, ils ne peuvent pas, même si Alassane le veut ou ne le veut pas, il est obligé, il est condamné effectivement à dialoguer, à discuter, à chercher, effectivement à échanger avec le Burkina Faso. Et c'est la même chose aussi avec le Burkina Faso. Et je pense que nous sommes liés par un passé historique. Nous sommes liés par le sang, nous sommes liés par la culture, nous sommes liés par la peau, nous sommes liés par tout cela. Et il ne faut pas que des intérêts, effectivement, politiques ou politiciens viennent aujourd'hui à séparer ces différents États. Et moi, je pense que c'est souhaité, ils le feront. Ils le feront, ça va prendre le temps que ça va prendre. Et si, effectivement, Alassane est toujours au pouvoir, mais ça va prendre le temps que ça va prendre, il va revenir à la raison. Et nous sommes sûrs que la marche enclenchée effectivement par nos dirigeants aujourd'hui et par le peuple est une marche qui est glorieuse. Je prends un exemple pour un peu illustrer ce que le docteur disait de suite. Oui. Vous avez vu que même le peuple ivoirien aspire effectivement à un changement. Prenez le cas de la CAN. Prenez le cas de la CAN. Si vous avez suivi sur les réseaux sociaux, lorsque la Côte d'Ivoire, dès les premiers matchs, a été vraiment lamentablement battue, vous avez écouté ce que les supporters ivoiriens ont dit. On ne veut plus d'un blanc. On ne veut plus d'un parce que l'entraîneur, le coach est gassé. Effectivement, on a besoin n'a pas fait émerger l'équipe nationale ivoirienne. Vous avez vu tout ce qui s'est passé. Et même les artistes l'ont chanté, les artistes l'ont clamé. Il faut effectivement travailler avec ce qu'il y a comme on appelle ça, ressources humaines locales. Et c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et ça a donné raison à ce peuple qui est derrière là et qui clame effectivement nuit et jour, même si ce peuple n'est pas entendu, qu'il faut effectivement un changement et qu'il faut que l'Afrique et la Côte d'Ivoire même comptent sur elle-même. Et c'est ce qui est en train de venir. Donc ne pensez pas. Prenez l'exemple encore. Quand vous regardez la Côte d'Ivoire, aujourd'hui les gens parlent. Les gens dans les différentes maisons et des concessions, entre eux parlent. Mais les gens ont peur parce que tout est quadrillé. Tout est surveillé aujourd'hui. Et lorsque tu vas dire du mal du régime, ne sois pas étonné que les heures qui suivent te retrouvent quelque part. Et donc c'est ça qui fait le plus peur aux populations. Et ça les amène à rester recroquevillés chez eux à la maison. Sinon, les jeunes comme nous, nous discutons beaucoup. Nous avons beaucoup de camarades panafricains qui sont en Côte d'Ivoire, avec qui nous discutons au quotidien des problèmes des Ivoiriens.
et qui sont aussi en contact avec les Ivoiriens qui sont dans la région les plus reculées. Et donc c'est un truc qui va venir et je pense que le président Alassane l'a compris. Il essaie à sa manière de camoufler cela, mais on ne peut rien contre la nature. Je voudrais ajouter quelque chose. Oui, allez-y. On sait que quand on prend les tests, les chants d'Alpha Blondy, oui. il est l'un des premiers à avoir chanté Armée française, allez-vous-en de chez vous. Oui. Oui. Mais si ça a impacté des gens en Afrique, c'est bel et bien les Ivoiriens, avant d'autres jeunes du Burkina et d'ailleurs. Oui. Aujourd'hui, l'impact est là, mais c'est comme il a dit, quand on a un règne de terreur, on a écrasé ses opposants. Moi, je vais dire les choses crûment. On est venu au pouvoir. C'est ce que vous accusez, c'est ce dont vous accusez le président Ouattara. On est venu au pouvoir en secouant la Côte d'Ivoire comme un arbre. Comme ça. Tout le monde sait comment la rébellion est venue en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont fatigués. Ils ne veulent plus entendre parler de crise. Les gens veulent vivre. Et la chance du pouvoir dans la salle, c'est qu'effectivement, il sait où trouver les moyens pour mettre les Ivoiriens à l'aise. Mais le jour, quand le compte à rebours va sonner, ce même peuple pacifique soumis qui acclame va montrer sa vraie nature. On a vu le printemps arabe qui a balayé la plupart donc des pays, mais on ne savait pas que cette jeunesse-là pouvait partir d'un simple fait. Un jeune Tunisien qui s'immole de par le feu, et ça prend la Tunisie, ça prend l'Algérie, ça prend l'Égypte, et plus tard même, ça crée donc une insurrection en Libye, Kadhafi va partir, même si ce ne sont pas les mêmes raisons, mais c'est toujours possible. Et moi je pense aujourd'hui que la jeunesse africaine, ce n'est pas seulement la jeunesse de l'AES, mais toute la jeunesse ouest-africaine a une aspiration commune, mais c'est les dirigeants politiques qui tentent d'étouffer ces aspirations. En attendant, docteur Azandora, est-ce que vous pensez que c'est possible, comme Roland Bayala, c'est possible que le capitaine Ibrahim Traoré et le président Ouattara dialoguent? Oui, c'est possible. Éventuellement, président interposé, comme le président togolais Faure Gnassingbé. Oui, Faure Gnassingbé, comme tant de gens. Oui. C'est possible. Mais aujourd'hui, comme on dit en politique, tout est possible. Oui. Mais ça sera un dialogue, à mon sens, superficiel. Pour qu'il y ait ils ne vont pas aller au fond des choses. Une entente parfaite entre les deux, il faudra que quelqu'un se dénature. Que Ibrahim Traoré trahisse sa vision de rupture vis-à-vis de la France et se range du côté de l'impérialisme. Ce qui n'est pas possible. Ou bien que Ouattara décide de ne plus être le pion de la France-Afrique et qu'il va prendre ses distances avec Macron et la France, ce qui n'est pas aussi possible. Est-ce que ce qui se joue là entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, c'est le reflet de la rivalité entre la Russie et la France, et de façon générale entre la Russie et le bloc occidental? Oui. C'est ça qui se joue ici. Je crois que c'est ça qui se joue ici, parce que ne n'oublions pas, l'Afrique de l'Ouest, notamment le Sahel, est une zone actuellement convoitée dans la géopolitique et dans la géostratégie mondiale. Toutes les puissances veulent y mettre le pied. On a déjà vu l'Union européenne qui y était, même si elle a été débarquée. On a vu les Américains qui refusent de partir, qui sont toujours au Niger. Il y a les Russes qui sont là, il y a les Chinois qui sont là, et d'autres puissances qui veulent venir. Même on voit les pays arabes, le Maroc tente de nous séduire. Voilà. Et l'Algérie, tout. Donc c'est pour dire que c'est un enjeu mondial. C'est un enjeu mondial. Et c'est comme si le Burkina Faso et le Niger, là, sont, j'allais dire, la ligne médiane de ce combat-là. Et pour moi, c'est aussi une répétition de l'histoire. Parce qu'on a vu, comme je l'ai dit tantôt, on a aussi vu Sankara au Houphouët-Boigny. Sankara, donc, qui était donc plus ou moins cet espoir de la jeunesse africaine de sortir du joug de l'impérialisme. Et face à lui, un vieux Houphouët-Boigny, pion de la France-Afrique, et qui a tout fait donc pour l'étouffer. Donc, pour moi, je pense que voilà les enjeux actuels. Il faudra que quelqu'un se dénature, et à mon sens, personne ne voudra trahir sa mission. Mais en attendant, on peut faire de la réelle politique. Oui, on peut les gendarmes ivoiriens, par exemple, qui sont retenus ici, ils peuvent trouver un terrain d'entente. C'est ça. On peut se retrouver sur la même table, échanger, vu les intérêts qui impliquent les deux pays, comme vous l'avez dit, la réelle politique, pour oublier les différends et gérer, évacuer les instances. Ça, c'est possible. Je ne vais pas ramener sur la table ce fameux matériel militaire ivoirien offert au Burkina, ou ces fameux matériels militaires burkinabés bloqués en Côte d'Ivoire. Ça fait beaucoup d'incidents. Mais est-ce que, Roland Bayala, c'est pas aussi l'histoire qui se répète entre le Burkina, le docteur Hyacinthe Ouedraogo l'a dit en début de mission, Maurice Yamerogo, Houphouët-Boigny,
Bon, il y a quelqu'un qui se sentait assisté par l'autre quand il était en difficulté. Entre Blaise Compaoré, Laurent Gbagbo, c'est plutôt celui de la Côte d'Ivoire qui avait besoin de l'assistance de celui du Burkina. Et puis après, Roch-Marc Christian Kaboré, Alassane Ouattara, c'est plutôt Alassane Ouattara qui demande à Roch-Marc Christian Kaboré de se mettre dans les rangs. Et puis, on est aujourd'hui à un moment où les deux chefs d'État se tiennent tête. Bon, moi je pense que c'est possible de le voir ainsi. C'est possible de le voir ainsi, mais je ne pense pas que les populations à la base, lorsqu'elles luttent, lorsqu'elles décident de sortir pour lutter pour leur libération, pensent à cela. Peut-être que c'est nous, intellectuels, qui voyons, qui essayons de voir un peu ce qui s'est passé dans l'histoire et qui faisons un peu les rapprochements. Sinon, en réalité, j'allais un peu rebondir sur, effectivement, cette question de la géopolitique en disant que la Russie est avec nous et la France en réalité, avec la Côte d'Ivoire. je ne pense pas que cela soit ainsi forcément lorsque les militaires ont décidé de prendre le pouvoir. Parce que bien avant ça, rappelez-vous qu'il y a eu un processus qui a permis effectivement à ces jeunes aujourd'hui de prendre leurs responsabilités et de refuser un certain nombre de choses. Il y a eu effectivement de la conscientisation qui a eu lieu dans les différents pays africains depuis. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Et depuis bien avant Thomas Sankara, il y a eu une catégorie de leaders panafricains qui ont travaillé à l'émulation de la jeunesse. Et jusqu'à aujourd'hui, ceux qui ont suivi un peu ce rythme-là ont continué effectivement parce que, en lisant l'histoire, ils étaient beaucoup frustrés par ce qui s'était passé et ce qui était à l'encontre de leur père. Et donc je pense qu'aujourd'hui, quand vous prenez ce qu'on appelle communément les Wanyans, c'est des gens qui n'ont rien à foutre avec ce qui se passe, excusez-moi l'expression, avec ce qui se passe peut-être en Russie ou ce qui se passe en France. Mais c'est des gens qui connaissent les réalités du Burkina Faso, qui savent qu'aujourd'hui, le fait que la France vienne dicter, ou bien le fait que la France décide d'amener son armée au sein de notre pays, alors que nous n'avons pas de base française en France ou aux États-Unis, ça pose problème. Le fait que nos matières premières, la France vienne mettre la main sur nos matières premières et elles nous disent que bon, nous avons un droit sur ça, nous devons d'abord avoir la primauté de ça avant qu'un autre pays n'ait la primauté sur ça. Ils se disent que c'est un Donc ça veut dire que vous êtes en train de nous dire, Roland Barala, que indépendamment de nos relations, de nos partenariats, nous avons un droit souverain de refuser ce qui n'est pas dans nos intérêts. Ce qui n'est pas juste, effectivement. Et je pense que c'est cette manifestation de ce refus direct que les populations, qu'elles soient lettrées ou illettrées, ou etc., essaient de manifester en disant que trop c'est trop, il faut qu'on change de paradigme. Et c'est ça. Et maintenant, les autres, c'est la France au contraire peut-être qui dit que, bon, comme le président Ibrahim a dit, nous allons essayer de diversifier les relations. Et que la Russie est venue, on a ouvert les portes à la Russie, elle va dire immédiatement que ceux-là, ils sont allés du côté de la Russie. Donc, c'est un bloc qu'ils ont décidé de faire ensemble. Mais est-ce que le président Ibrahim, est-ce que les ministres, est-ce que la population qui accompagne ces dirigeants-là regarde dans ce sens? Non, c'est eux qui ont les calculs géopolitiques, nous n'en avons pas. Ce que nous voulons, c'est qu'on nous respecte. Ça, c'est de un. Ce que nous voulons, c'est qu'on nous permette, qu'on nous laisse jouir de nos matières premières. Ce que nous avons dans nos sous-sols, c'est d'abord nous avant eux. Et ensuite, ce que nous voulons, c'est qu'on ne mette pas, on ne puisse pas fouiner chaque fois qu'on a des élections ici. Et donc, c'est une réalité que nous vivons et que nous partageons. Ce n'est pas forcément ce qui se passe. Et je pense que moi, je vois la chose comme ça. Personnellement, nous nous sommes engagés dans la lutte. C'est dans ce sens. Les choses, les calculs politiciens et tout ce qu'il y a comme enjeu et aussi, pour finir, pardon, moi je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique n'a pas effectivement intérêt à toujours aussi se placer sur cette ligne pour dire que moi j'appartiens à ce bloc et moi j'appartiens. Parce qu'au final, ça ne finit pas toujours bien. Parce que tous les blocs qui viennent, les différentes puissances qui viennent là, chacun a un intérêt particulier. Et tôt ou tard, cet intérêt-là va toujours peser sur nous. Là, je pense qu'il appartiendra à nos pays africains. L'Afrique compte combien d'États? Une cinquantaine d'États. Oui, il nous appartient à nous, effectivement, d'essayer de voir comment, ensemble, nous allons mettre nos synergies, faire une force commune et pouvoir aussi constituer une force de proposition et une force dans tous les sens au niveau international. Et ce n'est que par là, effectivement, que l'Afrique va s'en sortir. Sinon, on a beaucoup de propositions de ce genre. On va ici, demain, on n'est pas là, on va là-bas demain. Avec la Côte d'Ivoire, on a une histoire. Avec le Mali, nous avons une histoire. Avec les autres pays, nous avons une histoire. Nous avons une réalité qui est la peau, qui est le sang. Et donc ça doit effectivement guider les Africains à décider de dire nous allons aller ensemble parce que nous avons un point commun. Et c'est ce que font les autres. Parce qu'ils ont un point commun ensemble, ils décident de se mettre ensemble. Pourquoi pas nous? Pourquoi nous sommes obligés toujours de dire que peut-être,
Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut regarder, il faut continuer toujours la sensibilisation de nos populations et même de nos dirigeants pour leur dire que ce que nous avons au plus profond de nous, ça dépasse ces calculs et que l'on voit un peu partout, des blocs, etc. Nous avons besoin qu'on nous respecte dans le monde. Nous avons besoin de vivre aussi et de compter dans le monde parce que nous sommes les premiers sur la terre. C'est ça qui est important. Docteur Hyacinthe Ouédraogo, est-ce qu'il ne faut pas craindre aussi des titres de séjour qui pourraient venir comme ça spontanément nuire ou en tout cas brouiller davantage la qualité des relations entre nos deux pays? Oui, parce qu'on en a vu par le passé en Côte d'Ivoire. Il faut tout craindre, comme je l'ai dit tantôt. Toutes les options sont sur la table. Toutes les options qui vont viser soit à nous ramener, ce qui n'est pas possible, soit à nous faire comprendre que hors CEDEAO, la vie est impossible. Alors, il faut trouver tous les moyens de pression pour faire comprendre à ces dirigeants égarés que en dehors de la CEDEAO, la vie est impossible. Donc pour moi, dans cette logique-là, il n'est pas exclu qu'on assiste à ce qu'on mette en place donc ce type de séjour. Mais, je l'ai déjà dit une fois, je ne pense pas que ça sera une pression seulement contre le Burkina Faso. Ceux qui vont l'instituer auront aussi à subir les répercussions. Et je pense que si c'est parce que des Burkinabés nombreux vivent en Côte d'Ivoire, mais si c'est fait, nous aussi, on peut aussi initier cette même carte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les pays se tiennent les uns les autres. Quand on a vu l'affaire des militaires ivoiriens au Mali. C'est ça. Ça n'a pas été facile. Mais il y a eu finalement la décrispation. La décrispation. Oui. Aujourd'hui, si la CEDEAO décide d'avoir une mesure contre les citoyens nigériens, maliens, burkinabés dans leur territoire, je pense que le Nigeria ne sortira pas gagnant. Il y a combien de Nigériens qui vivent au Burkina Faso? C'est eux qui ont des colonies qui ont envahi presque toute l'Afrique de l'Ouest. Mais la CEDEAO n'est pas dans cette tendance. Oui. En tout cas, jusqu'à présent. Oui, jusqu'à présent, c'est des inquiétudes. Mais la CEDEAO est plutôt dans la dynamique de renégocier le partenariat et d'éviter la rupture totale. Oui, mais c'est parce que le divorce, en leur sens, n'est pas encore consommé. Quand ils vont se rendre compte que le divorce est consommé, il n'y a plus de possibilité de ramener les trois pays dans la CEDEAO. Alors il y a une batterie de mesures qui seront déployées. Et dans ces mesures-là, n'excluons pas ce que vous avez dit, cette carte de séjour. Mais la carte de séjour, moi je vais dire simplement quoi? Qu'il y ait carte de séjour ou pas. Est-ce que la décision prise, l'option prise est bonne? Si elle est bonne, même si nous allons souffrir, ça sera pour un temps. Si la CEDEAO était une solution, on ne serait pas là aujourd'hui, 50 ans plus tard, à compter sur la force française, sur la force européenne, ou encore sur la force américaine et autres là, pour nous défendre. On allait être en mesure de nous défendre nous-mêmes. Donc la CEDEAO a lamentablement échoué. Sortir d'elle, pour moi, n'est pas un problème. C'est même normal. Assumons-nous face aux difficultés que nous allons avoir. Peut-être qu'au bout de 2 ans, 5 ans, 10 ans, nous les aurons maîtrisés et nous aurons développé des aptitudes pour vivre à l'aise. Là, ce n'est pas non plus la sérénité à la CEDEAO quand on écoute ce que le président béninois, Patrice Talon, dit. Il a participé à la prise de décision de sanctions contre le Niger, avant contre le Mali, mais il dit qu'il faut tout laisser tomber. Si ça doit diviser les peuples, laissons tout tomber et puis gagnons l'union des peuples de l'Afrique de l'Ouest. En fait, il fallait qu'il y pense depuis. Non, il dit qu'on peut se tromper, tout le monde se trompe. Oui, mais une institution aussi grande comme la CEDEAO allait se tromper. Peut-être qu'elle s'est laissée effectivement manipuler, c'est tout. Qu'elle reconnaisse qu'elle s'est laissée manipuler et qu'elle revienne à la raison. C'est tout. En fait, j'allais peut-être aborder un aspect aussi pour dire qu'aujourd'hui, c'est vrai, même si la CEDEAO décidait, même si la Côte d'Ivoire décidait de nous infliger des sanctions, d'infliger des sanctions contre nos populations là-bas, et nous, en tout cas, il faut qu'on invite les autorités burkinabées, et maliennes et nigériennes à ne pas aller à la réciprocité. Et parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on rentre dans le piège que la CEDEAO ou un autre pays va nous poser. Il ne faut pas céder à la provocation. Il ne faut pas céder. Parce qu'aujourd'hui, imaginez-vous si Alassane, par exemple, décide de dire qu'il va mettre en œuvre sa mesure qui consistait à dire que la carte de séjour deviendrait à 300 000, etc. Que nous aussi, ici, on dit, bon, comme il y a des Ivoiriens ici, on va faire la même chose par la mesure de réciprocité. On va dire, aussi, on va créer une carte de séjour, etc. Ça va nous dérouter même de notre objectif fort principal, qui est d'unir les peuples africains. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, laissons-les faire. Même s'ils veulent qu'ils prennent des mesures, etc. Je pense que les peuples ivoiriens, la population ivoirienne qui est là-bas,
et qui est en étroite collaboration avec les autres populations et en harmonie depuis des années, ne va pas aussi laisser les dirigeants aller à l'encontre effectivement de ces principes et sociétals. Donc il faut faire attention. Je pense que voilà, il ne faut pas glisser dedans. Il faut faire beaucoup attention parce que ça peut être des pièges. Nous avons dit aujourd'hui que nous sommes quand même souverainistes, c'est vrai, mais nous sommes aussi panafricains. Notre objectif, c'est de regrouper tous les pays africains pour former un seul État fort. Et aujourd'hui, ceux qui sont effectivement à la solde de l'impérialisme, et ils viennent et nous disent, bon voilà, comme vous êtes sortis, nous on va vous mettre des batteries de sanctions sur vous, et nous aussi on dit, ok, comme c'est comme ça, nous aussi nous allons aller faire la même chose. Vous voyez que ça, finalement, on rentre dans le piège qu'ils ont creusé, le truc qu'ils ont creusé, et nous tous, les gens vont se poser la question, mais est-ce que réellement des États panafricains accepteraient effectivement de faire ça au peuple? Donc pensons toujours au peuple. La CEDEAO était pour le peuple, elle a dérouté. Nous avons créé l'AES, Alliance des États du Sahel. C'est une alliance d'abord. Le premier mot, c'est la première lettre de l'alphabet A. Et ça symbolise également une alliance qui est une union forte de tous ces pays, de ces États-là. Et je pense que si nous, on ne va pas dans ce sens, vous allez voir que très rapidement, d'autres États qui nous observent vont courir et venir taper à la porte et rentrer. Et c'est très important pour cela. Donc l'AES doit plutôt cheminer dans la voie de la vérité, de la justice et de l'union des peuples. De l'union des peuples, c'est très important. Très important. Et Yacine Ouedraogo, est-ce qu'il faut quand même, malgré ce que dit Roland Bayala, qu'il ne faut pas aller dans le sens de la provocation, du piège, est-ce qu'il ne faut pas quand même prendre des précautions? Prévoir par exemple s'il y a telle mesure de représailles qui porte sur l'électricité par exemple, ou sur les hydrocarbures, ou sur les céréales ou d'autres aliments. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on a comme alternative? Est-ce qu'il ne faut pas que le Burkina, mais peut-être tous les pays membres de l'AES, commencent à préparer cette éventualité? Ok, moi je ne suis pas pour la réciprocité aveugle. Mais je ne l'exclus pas aussi. Je ne l'exclus pas la réciprocité quand c'est une mesure politique, en réponse à une mesure politique, dans la dynamique ou en coup dans le souci de trouver des solutions. Je m'explique. Oui. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, par exemple, le Ghana coupe son courant parce que le Ghana ravitaille une grande partie du Burkina Faso. Mais si c'est le Ghana coupe son courant parce que nous ne sommes plus dans la CEDEAO, bien que ces traités-là même n'engageaient pas la CEDEAO, mais qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'entamer la construction d'un barrage hydroélectrique? C'est eux d'abord qui ont rompu le contrat qui nous... Et après, même s'ils ont besoin que nous revenions, ça sera plus possible. Oui, on ne reviendra pas. Aujourd'hui, si la voie ferrée Burkina, Côte d'Ivoire peut souffrir d'un blocage, pourquoi ne pas travailler à la mise en place d'une voie ferrée qui nous relie à Bamako, qui nous relie à Niamey et plus tard peut-être à Conakry, où nous pourrons convoyer des produits? C'est des mesures. Toutes les sanctions qui seront prises, il y a des sanctions peut-être que la réciprocité, par exemple, aux populations, cas de séjour, ça peut paraître non fondé ou en tout cas sans sens. Ça, je l'accepte, je l'admets. Mais face à toutes les mesures qui seront prises pour nous fermer le robinet, il faut que nous essayons de trouver des solutions parallèles, quitte à même faire souffrir celui qui voulait donc nous pousser dans sa sanction. Un peu en 2002, quand il y a eu les problèmes avec le port d'Abidjan à cause de la crise ivoirienne, le Burkina a trouvé d'autres débouchés. Et les opérateurs économiques ont pris la destination de Lomé, Cotonou, Accra, Tema. C'est possible. Oui, je pense que c'est juste. Et nous sommes un État et nous avons besoin de vivre. Et pour vivre, il faut certaines choses aussi pour pouvoir vivre. Donc aujourd'hui, je pense que prendre des mesures pour éviter d'être toujours à la solde de quelqu'un, c'est normal, c'est une action souveraine. Et moi, je partage cela. Mais ce que je disais au début, c'est qu'il ne faut pas que les populations, effectivement, payent le prix de certaines actions des politiciens qui ne comprennent pas où on va. C'est ça qui est très important. Voilà. Aujourd'hui, effectivement, vous voyez ce que la voie ferrée et faire perdre à la Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Si le Burkina Faso peut se passer de la voie ferrée, effectivement, travailler à ce que les populations puissent, la Côte d'Ivoire puisse aller peut-être passer par un autre pays pour pouvoir acheminer leurs produits, il n'y a pas de souci. On peut le faire. Au niveau du barrage, nous avons, prenons le cas de l'électricité. Vous voyez que depuis l'année dernière jusqu'à cette année, l'électricité se coupe rarement au Burkina Faso. Mais comment on peut comprendre cela? Alors qu'avant, nous avions le TAC.
qui fonctionnait à merveille. Oui. Nous avons des relations avec d'autres pays, mais on avait de façon intempestive des coupures, des délestages à Ouagadougou et dans les autres villes. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est arrivé? C'est parce qu'en bas, il y a des mesures révolutionnaires qui ont été prises pour nous amener à parer à d'éventuelles coupures et des délestages de courant. Et donc moi je pense que effectivement, il ne faut pas aussi qu'on laisse de côté le fait qu'on puisse se parer d'éventuelles attaques et tout ça. Mais il ne faut pas aller aveuglément, effectivement, se jeter dans la gueule de ces gens. L'autre exemple que je voulais prendre. Oui, on va terminer avec ça. Voilà, je sais que en temps, Air France avait coupé ses vols au niveau de Bamako. Oui. Vous voyez qu'il y a eu des mesures qui ont été prises. Oui. Jusqu'à ils voulaient même revenir. On dit non, vous ne revenez pas. Voilà. Et je crois que la solution... C'est la même chose avec le Burkina, c'est la même chose avec le Niger. Et dans les pays membres de l'AES, aujourd'hui, il n'y a plus d'Air France. Voilà. Donc je crois que c'est ça. C'est des mesures qui affirment notre indépendance, qui affirment la force de nos États. Un État qui se fait... Par exemple, si on n'avait pas réagi face à ça, Air France suspend ses vols. 3 mois plus tard, rétablit ses vols. Quand même, c'est foutre la gueule à nos États. La France a coupé l'aide au développement. Oui. Le Burkina a tout de suite dénoncé la convention fiscale. C'est ça. Et puis on est quitte. On est quitte. C'est ça. Roulé Bala, merci beaucoup. Président de la COPABF, la coalition des patriotes africains, section du Burkina Faso. Merci, docteur Yassine Ouenlarima Ouedraogo, enseignant-chercheur, historien à l'université de Gawa. Et puis, coordinateur adjoint du RISA, le Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique. Avec vous, nous avons parlé des relations Côte d'Ivoire-Burkina Faso, l'avenir de la coopération bilatérale et de l'intégration des peuples. C'est aussi ici que prend fin votre émission rétrospective de l'actualité de la semaine, 7 jours dans la savane sur Savannah TV. Bon week-end à toutes et à tous.